Il travaillait sur un tronc gigantesque, pensant que c'était sa dernière chance. Mais un coup de ciseau révéla une cachette dissimulée depuis des centaines d'années. Ce qu'il découvrit à l'intérieur changea non seulement son destin. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Écris en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu regardes. L'odeur du cèdre humide était une odeur de temps. Elle ne disparaissait jamais vraiment. Elle s'approfondissait, se transformait, comme si l'air lui-même se souvenait. Dans l'atelier silencieux dressé au bord de la chaîne montagneuse de la côte nord-ouest, cette odeur flottait depuis des décennies. Pour Richard Hale, elle était devenue la seule chose stable dans une vie où tout le reste avait commencé à se fissurer. L'atelier avait autrefois été une grange. Le bois des murs portait encore les traces d'anciens clous, des entailles sombres laissées par des outils disparus depuis longtemps. Le sol grinçait sous les pas, non pas par faiblesse, mais par habitude, comme un vieil animal qui annonce chaque mouvement. Les établis étaient disposés exactement comme son grand-père les avait laissés, et Richard n'avait jamais ressenti le besoin de changer cet ordre. Déplacer un outil aurait été comme déplacer un souvenir. Chaque chose avait sa place, et cette place avait un sens. Richard avait 73 ans. Son corps ressemblait aux matériaux qu'il travaillait depuis toujours, sec, marqué par le vent et les années, mais encore droit. Ses mains étaient larges, noueuses, couvertes de fines cicatrices presque invisibles, souvenirs de décennies passées à écouter le bois, à suivre ses veines, à respecter ses caprices. La douleur dans ses articulations faisait désormais partie de ses matins, comme le café noir et le silence. Il ne s'en plaignait plus. La plainte n'aurait rien changé. Depuis la mort d'Eleanor, 1 an plus tôt, le silence avait pris une autre dimension. Ce n'était plus une pause entre deux sons, mais une présence constante. La maison attenante à l'atelier était trop grande pour un homme seul. Chaque pièce semblait attendre quelqu'un qui ne viendrait plus. Les factures empilées sur la table, les lettres de la banque, les rappels polis mais insistants, faisaient en partie de ce nouveau quotidien. La terre, cette terre que sa famille cultivait et protégeait depuis 3 générations, était désormais hypothéquée. Non par imprudence, mais par nécessité. Les soins d'Eleanor avaient tout englouti. Richard ne regrettait rien. Il aurait tout donné encore, s'il l'avait pu. Ce matin-là, un tronc gigantesque reposait au centre de l'atelier. Un cèdre rouge de l'Ouest, si massif qu'il avait fallu une plateforme spéciale pour le transporter le long du chemin de gravier défoncé qui menait jusqu'ici. L'arbre était tombé durant la tempête hivernale, celle qui avait arraché les lignes électriques et abattu des géants qui semblaient immuables depuis l'époque des premiers colons. Richard avait vu dans ce tronc quelque chose de plus qu'un simple morceau de bois. Il y avait mis tout ce qui lui restait. Les billets conservés dans une vieille boîte en métal cachée derrière les sacs de céréales, et le reste d'une indemnité d'assurance déjà trop entamée. C'était un pari qui donnait la nausée. Mais il n'y avait pas d'autre issue. Un groupe d'investisseurs venus de la ville avait promis un contrat important. S'il réussissait, il pourrait rembourser une partie de ses dettes, garder l'atelier, rester ici jusqu'à la fin de ses jours. S'il échouait, il perdrait tout. La terre, l'atelier, le dernier lien tangible avec ceux qui l'avaient précédé. Il commença à travailler tôt, avant que la lumière ne soit franche. Les premières heures se fondirent dans un bourdonnement continu. Le bruit des machines, la vibration transmise à ses bras, les copeaux projetés autour de lui formaient un rythme presque hypnotique. Il retira l'écorce couche après couche, révélant le cœur sombre et chaud du cèdre. Il connaissait ce travail. Il l'avait fait 1000 fois. Le bois parlait et il savait écouter. Puis quelque chose changea. Là où les fibres auraient dû être régulières, elles se tordaient, comme l'eau autour d'une pierre invisible. Richard s'arrêta. Il coupa la machine. Le silence retomba brusquement, lourd, presque oppressant. Il observa le tronc longuement, comme s'il pouvait lui arracher un aveu par la seule force de son regard. Il prit un maillet de bois et frappa doucement. Le son était net et plein sur la majeure partie du tronc. Mais au centre, il y avait une différence. Un écho creux, subtil, mais indéniable. Un frisson lui parcourut l'échine. Une cavité dans le cœur d'un tronc de cette taille pouvait ruiner tout le projet. Ce n'était pas une curiosité, c'était une menace directe. Il resta immobile un long moment. Abandonner maintenant aurait été plus sûr. Mais abandonner signifiait accepter la perte. Il posa le maillet, prit une gouge à main et s'approcha lentement. Chaque geste était mesuré.
Le bois offrait une résistance étrange, presque volontaire, comme s'il protégeait quelque chose. La sueur coulait le long de son dos. Ses articulations brûlaient. Il continua pourtant, poussé par une obstination qui n'était plus vraiment de l'espoir, mais le refus de disparaître sans lutter. Puis la résistance céda. L'outil s'enfonça brusquement dans le vide. Une odeur monta aussitôt. Pas celle de la pourriture. C'était autre chose. De la résine, des herbes sèches, du cuir. Richard élargit l'ouverture avec précaution. À l'intérieur, il découvrit une cavité parfaitement sèche, comme protégée du temps. Au centre reposait un paquet allongé, enveloppé dans une peau sombre, scellé par de la résine durcie. Il le sortit lentement. Son cœur battait plus fort, mais ce n'était pas de l'excitation. Il ouvrit l'enveloppe. Il n'y avait pas d'or, pas de pièces. Juste des pierres polies, gravées de symboles anciens, une petite figurine d'enfant et un sachet contenant une mèche de cheveux. Richard s'assit lourdement. La déception le frappa d'abord, brutale, presque cruelle. Puis la compréhension s'imposa. Ce n'était pas un trésor, c'était une mémoire. Quelqu'un, des siècles plus tôt, avait confié ce qu'il avait de plus précieux à un arbre, sachant qu'il survivrait là où les hommes disparaissent. Il resta ainsi longtemps, jusqu'à ce que quelque chose en lui se brise enfin. Les larmes vinrent sans bruit. Lorsqu'il se releva, il savait que ce qu'il venait de trouver dépassait de loin ses dettes et ses peurs. Et il comprit aussi que cette découverte allait l'obliger à faire un choix dont il ne pourrait plus se détourner. La nuit tomba doucement sur l'atelier, enveloppant le cèdre et son secret. Richard resta là, conscient que ce vide au cœur du bois venait d'ouvrir un autre vide, plus profond encore, mais porteur d'un sens qu'il n'avait pas prévu. Et sans le savoir encore, il venait d'entrer dans une histoire qui le dépasserait et qui allait transformer à jamais ce qu'il croyait être sa dernière chance. La nuit passa sans vraiment passer. Richard ne dormit presque pas. Il resta longtemps assis sur le vieux banc de l'atelier, le regard posé tantôt sur le tronc éventré, tantôt sur le paquet désormais refermé et posé à côté de lui, comme s'il craignait qu'il disparaisse s'il cessait de le surveiller. Le silence, déjà lourd depuis la mort d'Eléonore, avait pris une autre densité. Ce n'était plus seulement l'absence de bruit, mais une attente. Quelque chose avait été ouvert, et il était impossible de le refermer simplement en éteignant la lumière. À l'aube, une lueur pâle se glissa par les interstices des planches. Richard se leva lentement. Son corps protestait, mais son esprit était étonnamment clair. Il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Abandonner le tronc maintenant, appeler les investisseurs, parler d'un défaut dans le bois et tenter de limiter les dégâts aurait été la solution raisonnable. Mais ce qu'il avait découvert n'appartenait plus au domaine du raisonnable. Ce n'était pas une anomalie matérielle. C'était une présence. Il s'approcha de nouveau du cèdre. À la lumière du matin, la cavité semblait presque intentionnelle, comme si l'arbre avait grandi autour d'un vide sacré. Richard passa la main sur les bords polis par ses outils. Le bois était dense, sain, vivant. Rien ne justifiait ce creux, sinon la volonté de le préserver. Cette pensée le troubla. Il avait travaillé le bois toute sa vie, mais jamais il ne s'était senti aussi proche de l'idée qu'un arbre puisse être autre chose qu'une matière. Il reprit la gouge, non plus avec l'urgence de la veille, mais avec une lenteur presque cérémonielle. Il élargit légèrement l'ouverture, non pour détruire, mais pour comprendre. Chaque éclat retiré semblait révéler davantage la logique de cette cavité, sa régularité, sa sécheresse parfaite malgré les siècles. Tout indiquait un geste humain ancien, précis, réfléchi. Quelqu'un avait confié quelque chose à cet arbre en sachant exactement ce qu'il faisait. Richard se souvint alors d'histoires racontées autrefois, à voix basse par son grand-père. Des récits sur les peuples qui vivaient ici bien avant les cartes et les clôtures, sur leur relation au bois, à la terre, aux animaux. Il n'y avait jamais vraiment prêté attention. À l'époque, cela lui semblait appartenir à un passé lointain, sans conséquence sur sa propre vie. Maintenant, ces fragments revenaient avec une clarté troublante. Il rouvrit le paquet. Les pierres étaient froides au toucher, lourdes d'un poids qui n'était pas seulement physique. Les symboles gravés semblaient familiers, sans qu'il puisse dire pourquoi. La figurine d'enfant, minuscule et délicatement sculptée, retenait son regard plus que le reste. Elle n'avait rien d'un objet décoratif. Elle portait une intention.
Le petit sachet de cuir avec sa mèche de cheveux était presque insupportable à regarder. Ce n'était pas un souvenir abstrait, c'était une trace de vie. Richard sentit une douleur sourde lui serrer la poitrine. Il pensa à Eleanor, à ses cheveux autrefois longs, qu'elle attachait en arrière lorsqu'elle venait lui apporter un café dans l'atelier. Il comprit alors pourquoi la découverte l'avait brisé plus profondément que la perspective de perdre sa terre. Ce qu'il tenait entre ses mains parlait d'amour, de perte, de la tentative désespérée de sauver quelque chose de l'oubli. Et cela faisait écho à tout ce qu'il avait vécu. Il resta longtemps ainsi, jusqu'à ce que la décision s'impose avec une évidence tranquille. Il ne pouvait pas garder cela pour lui. Il ne pouvait pas non plus le remettre à ceux qui n'y verraient qu'un moyen de pression ou de profit. Il pensa à Matthew Grayson. Le professeur était un vieil ami, un homme discret, respecté, qui avait consacré sa vie à l'étude des cultures autochtones de la région. S'il y avait quelqu'un capable de comprendre sans trahir, c'était lui. L'appel fut bref. Richard n'expliqua presque rien au téléphone. Il se contenta de dire qu'il avait trouvé quelque chose qui ne devait pas être mal interprété. La voix de Grayson, à l'autre bout de la ligne, perdit immédiatement son ton détaché. Il promit de venir dès que possible. Lorsque le professeur arriva, le soleil était déjà là. Il entra dans l'atelier avec une curiosité retenue, presque respectueuse. Richard lui montra le tronc, la cavité, puis les objets. Grayson ne parla pas tout de suite. Il observa, toucha les pierres, examina les gravures avec une attention presque révérencieuse. Ses mains tremblaient légèrement. Il finit par relever la tête. Ce qu'il dit alors confirma ce que Richard pressentait sans pouvoir le formuler. Les symboles appartenaient à une lignée dont l'existence même avait été niée pendant des décennies. Ces objets n'étaient pas seulement anciens, ils étaient une preuve que des familles avaient vécu ici, aimé ici, perdu ici, et que leur histoire avait été volontairement effacée. À cet instant, la découverte changea de nature. Elle ne concernait plus seulement Richard et son atelier. Elle devenait un enjeu plus vaste, invisible mais puissant. Grayson le dit sans détour. Ce genre de preuve attirait toujours l'attention, et rarement la bonne. Comme pour confirmer ses paroles, les jours suivants virent apparaître des visiteurs inattendus. Un représentant de la banque, accompagné d'un homme se présentant comme un investisseur, se rendit à l'atelier. Leur discours était courtois, presque compatissant. Ils parlèrent de dettes, de solutions, de soutien financier. Puis, avec une précision chirurgicale, ils mentionnèrent la découverte. L'offre était simple. Les dettes seraient effacées. Richard pourrait garder sa terre. En échange, il devait céder ce qu'il avait trouvé. Pas de scandale, pas de complications, juste un arrangement discret. Richard sentit alors le poids réel de son choix. Il pensa à Eleanor, à la façon dont elle avait toujours refusé de faire passer l'argent avant les gens. Il pensa à l'enfant sculpté dans le bois, à la mèche de cheveux conservée pendant des siècles. Il refusa. Le silence qui suivit fut glacial. Les hommes partirent sans insister, mais Richard comprit que la situation avait changé. Ce qu'il détenait n'était plus seulement précieux, c'était dangereux. Cette nuit-là, sous un ciel chargé de nuages, il emballa soigneusement les objets. Il ne savait pas encore comment, ni jusqu'où il irait. Il savait seulement qu'il ne pouvait plus rester. Le cèdre, derrière lui, semblait le regarder partir, gardien silencieux d'un secret qu'il avait choisi malgré lui. Richard ne quitta pas l'atelier tout de suite. Après le départ du représentant de la banque et de l'homme qui se faisait appeler investisseur, l'air sembla plus lourd, comme si les murs eux-mêmes avaient entendu l'offre et en portèrent désormais la trace. Il resta longtemps immobile, les objets soigneusement emballés posés sur l'établi, exactement à l'endroit où, quelques jours plus tôt, il n'y avait encore que des copeaux et de la poussière de cèdre. Rien n'avait changé en apparence, et pourtant tout était différent. Il comprit alors que la découverte avait cessé d'être une affaire intime. Elle s'était détachée de sa vie personnelle, de ses dettes, de son avenir immédiat, pour entrer dans un espace plus vaste et plus dangereux. Matthew Grayson l'avait prévenu, mais Richard n'avait pas mesuré à quel point la pression pouvait être rapide, presque mécanique. La banque n'était pas venue par hasard. Quelqu'un avait parlé. Quelqu'un avait compris la valeur de ce qui avait été trouvé, non pas en termes humains, mais en termes de contrôle. Cette nuit-là, Richard ne dormit pas. Il s'assit dans la maison sombre, devant la fenêtre qui donnait sur la forêt.
Les arbres se balançaient doucement sous le vent, silhouette noire contre le ciel. Il pensa à la facilité avec laquelle il aurait pu accepter l'offre. Quelques mots, une signature, et tout aurait été réglé. La terre sauvée, l'atelier conservé, une fin de vie paisible, au moins en apparence. Mais chaque fois qu'il tentait d'imaginer ce scénario, une sensation de vide l'envahissait, plus insupportable encore que la peur de perdre. Il revit Éléonore telle qu'elle était dans les dernières années, affaiblie, mais toujours attentive aux autres. Elle avait refusé plus d'une fois des arrangements qui auraient simplifié les choses, préférant la vérité à la commodité. Ce souvenir, plus que n'importe quel raisonnement moral, scella sa décision. Vendre ce qu'il avait trouvé aurait été une trahison. Pas seulement envers ceux qui avaient confié leur mémoire au cèdre, mais envers la femme avec qui il avait partagé sa vie. À l'aube, Richard retourna dans l'atelier. Il observa le tronc entamé, la cavité désormais visible, béante, presque vulnérable. Il eut l'impression fugace que le cèdre avait accompli son rôle et qu'il lui appartenait maintenant de faire le sien. Il enveloppa de nouveau les objets, cette fois avec une attention presque rituelle, comme s'il préparait un être vivant pour un voyage difficile. Chaque geste était lent, réfléchi, chargé d'une gravité nouvelle. Il comprit qu'il ne pouvait plus attendre. La visite de la banque avait rendu une chose claire. Rester immobile était le plus grand danger. S'il laissait les objets ici, quelqu'un finirait par revenir, avec moins de courtoisie et plus de moyens. Il fallait les mettre à l'abri, là où ils ne pourraient pas être récupérés par des intérêts qui ne voyaient dans eux qu'un problème à neutraliser. Richard pensa au centre culturel dont Grayson lui avait parlé, un lieu discret, tenu par les descendants de ceux dont l'histoire avait été effacée. Ce n'était pas un musée, ni une institution officielle. C'était un endroit vivant, ancré dans la communauté, respecté mais rarement mentionné dans les discours publics. Là-bas, les objets ne seraient pas exposés comme des curiosités, mais accueillis comme un retour. La décision, une fois prise, il ne ressentit pas de soulagement immédiat. Au contraire, une tension sourde s'installa dans sa poitrine. Il savait que le chemin serait difficile. Il savait aussi que personne ne viendrait le protéger s'il se trompait. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas perdu. Il avait un but clair, et ce but donnait un sens nouveau à sa fatigue. Il chargea la voiture avec le strict nécessaire. Il ne prit presque rien de personnel. Les objets, en revanche, furent installés avec soin, calés, protégés de l'humidité et des chocs. Lorsqu'il ferma le coffre, un grondement lointain se fit entendre. Le ciel s'était couvert rapidement, comme si la tempête avait attendu ce moment précis pour se manifester. La route était mauvaise. La pluie commença à tomber en larges gouttes, martelant le pare-brise. Richard conduisait lentement, concentré, les mains fermement posées sur le volant. Chaque virage semblait plus étroit, chaque descente plus glissante. Il avait l'impression étrange d'être observé, non par quelqu'un de précis, mais par l'ensemble du paysage, comme si la forêt suivait son passage. Puis à quelques kilomètres de l'atelier, la voiture toussa et s'arrêta brusquement. Richard tenta de redémarrer, en vain. Le moteur resta muet, indifférent à son insistance. Il resta un moment assis, les yeux fermés, écoutant la pluie qui redoublait d'intensité. Il comprit que le reste du trajet se ferait à pied. Il sortit sous la pluie battante, ouvrit le coffre et prit le paquet contre lui. Il le serra instinctivement, comme on l'aurait fait d'un enfant. Le chemin forestier était sombre, boueux, à peine visible. Chaque pas demandait un effort. Le froid s'insinuait dans ses vêtements, alourdissait ses muscles déjà fatigués. Pourtant, il avançait, guidé par une détermination qui dépassait la simple volonté de réussir. À mesure qu'il progressait, la peur changea de nature. Elle ne concernait plus son propre sort, mais la possibilité de ne pas arriver à destination. Il se surprit à murmurer des mots qu'il ne reconnaissait pas lui-même, comme une prière improvisée, adressée non pas à une divinité précise, mais à la forêt, au bois, au temps. Lorsqu'enfin les lumières du centre apparurent à travers les arbres, Richard sentit ses jambes trembler. Il s'arrêta un instant, reprit son souffle, puis continua. Il savait que ce qu'il allait faire ne lui apporterait aucune récompense immédiate, peut-être même aucune récompense visible, mais il savait aussi que revenir en arrière était désormais impossible. Il frappa doucement à la porte. Lorsqu'elle s'ouvrit, laissant apparaître les visages attentifs et surpris de ceux qui vivaient là, Richard comprit qu'il avait atteint le point où son choix prenait une forme définitive. Il entra, trempé,
épuisé, mais étrangement calme, portant avec lui non pas un trésor, mais une histoire qui avait attendu des siècles pour retrouver son chemin. Lorsque la porte se referma derrière lui, le bruit de la pluie sembla s'éloigner, comme si le monde extérieur avait été tenu à distance par un accord tacite. Richard resta un instant debout, incapable de parler, le paquet serré contre lui. La fatigue, longtemps contenue, se répandit soudain dans tout son corps. Il sentit ses jambes faiblir, et une main se posa aussitôt sur son bras pour le soutenir. On le guida sans hâte vers l'intérieur, vers une pièce éclairée d'une lumière douce, où le feu d'un poêle diffusait une chaleur lente et enveloppante. Les visages qui l'entouraient n'exprimaient ni avidité ni surprise excessive. Il y avait surtout de l'attention, une forme de retenue respectueuse. Richard comprit qu'ici, il n'avait rien à prouver. Il posa enfin le paquet sur une grande table de bois sombre. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Le silence n'était pas pesant. Il était dense, chargé d'attente, semblable à celui qui précède une parole importante. Il défile lentement les protections, couche après couche. Les objets apparurent progressivement, comme s'ils sortaient d'un long sommeil. Les pierres polies, les symboles gravés, la petite figurine d'enfant, puis le sachet de cuir. À la vue de ce dernier, un murmure parcourut la pièce. Les anciens s'approchèrent. L'un d'eux tendit la main, hésita, puis toucha les objets avec une délicatesse presque solennelle. Ils n'eurent pas besoin d'explications détaillées. Les symboles furent reconnus immédiatement. Des mots furent prononcés dans une langue que Richard ne comprenait pas, mais dont le ton suffisait à transmettre l'émotion. Il vit des épaules se courber, des yeux se fermer, des larmes couler sans honte. Ce n'étaient pas des pleurs de douleur brute, mais ceux d'une reconnaissance longtemps attendue. Ce qui avait été caché, nié, enfoui dans le silence, revenait enfin à la lumière. Richard recula légèrement, laissant l'espace nécessaire. Il se sentait à la fois présent et en retrait, comme un passeur dont la tâche touche à sa fin. Il n'éprouvait ni fierté ni attente, seulement une certitude calme. Il avait fait ce qu'il devait faire. Lorsqu'on le remercia, ce fut sans emphase. Il répondit par un simple signe de tête. Il n'y avait rien à négocier, rien à demander. L'histoire ne lui appartenait pas. Il resta encore un moment, le temps que les objets soient emportés avec soin, le temps que les paroles s'échangent, que le passé trouve sa place dans le présent. Puis il se leva. La nuit était toujours là lorsqu'il ressortit, mais la tempête s'était apaisée. L'air était frais, presque immobile. Richard inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait pas ce poids familier au centre de sa poitrine. La fatigue était là, mais elle n'était plus accompagnée de désespoir. Les mois passèrent. La vie reprit son cours, lentement, sans éclat particulier. Richard retourna à l'atelier, à la terre menacée, aux lettres de la banque qui continuaient d'arriver. Rien n'avait été miraculeusement résolu, et pourtant, quelque chose avait changé. Il travaillait différemment, avec une attention nouvelle, comme si chaque geste devait désormais porter un sens plus large que lui-même. Un jour, une demande arriva. On lui proposait de créer une œuvre. Pas un objet décoratif, ni une pièce destinée à la vente rapide, mais un monument. Un lieu de mémoire. Richard lut la lettre plusieurs fois. Il comprit immédiatement avec quel bois il devait travailler. Le cèdre était toujours là, dans l'atelier, porteur de son vide central. Il ne l'avait jamais comblé. Il avait attendu sans vraiment savoir pourquoi. Il se remit à l'ouvrage avec une concentration profonde. Cette fois, il ne cherchait pas à masquer la cavité. Il l'acceptait. Il la révéla même, la polissant avec soin, lui donnant une place centrale. Autour de ce vide, il sculpta des formes simples et puissantes, des mains ouvertes, tournées vers l'intérieur, non pour saisir, mais pour soutenir. Chaque entaille était réfléchie, chaque courbe portait l'empreinte de tout ce qu'il avait compris trop tard et qu'il n'oubliait plus. Lorsque la sculpture fut achevée, Richard recula pour la regarder. Elle ne racontait pas une histoire précise. Elle en suggérait des centaines. Le vide au centre attirait le regard, mais ne le repoussait pas. Il invitait à s'approcher, à se souvenir. Le nom s'imposa naturellement. Le gardien. Le jour de l'installation, Richard se tint à l'écart. Il observa les gens s'arrêter, lever les yeux, toucher le bois. Il entendit des silences, vit des gestes lents. Il sut alors que le cèdre avait rempli sa mission une seconde fois.
Il avait protégé une mémoire, puis permis sa transmission. Richard pensa à Eleanor. La douleur de son absence était toujours là. Elle ne disparaîtrait jamais. Mais elle avait changé de forme. Elle n'était plus une plaie ouverte. Elle était devenue un espace intérieur, semblable à celui qu'il avait laissé au cœur du bois. Un lieu où la mémoire pouvait respirer. Le soir, lorsqu'il retourna seul à l'atelier, l'odeur du cèdre l'accueillit à nouveau. Elle n'avait pas changé. Mais lui, oui. Il comprit que le plus important n'était pas ce que l'on possède, ni même ce que l'on transmet matériellement. C'était ce que l'on choisit de protéger, même au prix de tout le reste. Et dans ce choix, il avait trouvé non pas une fin paisible, mais quelque chose de plus rare encore, une continuité. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour ne pas manquer la suite et d'autres récits forts. D'autres histoires arrivent, capables de changer ta façon de voir les choses. Regarde la prochaine vidéo dès maintenant et partage cette vidéo avec ceux pour qui elle pourrait compter. Écris en commentaire d'où tu regardes. Nous lisons chaque commentaire.